important. Oui, mais ça prouve que vous êtes tous des fous de jazz. Absolument. Parce que pour avoir des journées professionnelles de 12 heures et puis ensuite, il faut quand même que de temps en temps vous répétiez ensemble. Bien sûr, Oui. mais c'est une question d'organisation, vous savez. Ce n'est pas très difficile. Nous partons souvent, si vous voulez, en vacances. Nos vacances sont des vacances musicales. Oui. Et pendant ces vacances, nous travaillons le répertoire, nous répétons. Et vraiment, ça ne pose aucune difficulté. Vous arrivez à avoir des vies de famille? Aussi, oui. Vous savez, Difficile, là, hein. Côté, le travail, le jazz et puis la vie de famille en plus. on y arrive quand même. Vous savez, tout est une question d'accommodement, Oui. d'organisation personnelle. Tout Ben là, va il bien. faut que vous épousiez tous des femmes qui aiment le jazz. Parce que, En général, elles partagent. oui, elles partagent, Sans cela, ce serait difficile. elles partagent cette passion. Ah, ça, je crois. Oui. Alors, vous jouez, vous donnez, enfin, vous produisez dans des... Un peu partout, Oui. nous jouons aussi bien en France qu'à l'étranger. Oui. Nous jouons à Paris au Petit Journal Saint-Michel, au Petit Journal Montparnasse, au Caveau de la Huchette, au Slow Club, au Ritz Club. Nous avons également joué chez Laurent sur les Champs-Élysées. Nous participons à des soirées, si vous voulez, pour des associations de bienfaisance comme la recherche contre le cancer, comme, pour l'Association des paralysés de France. Enfin, nous faisons un certain nombre de soirées et puis, bien sûr, de temps en temps, des soirées privées qui nous permettent, si vous voulez, de nous retrouver et de roder notre répertoire, parce qu'à chaque fois, nous ajoutons des thèmes nouveaux et c'est bien agréable. Mais la liberté du jazz, c'est le contraire de votre profession de notaire. La profession de notaire, il y a que des actes là qui sont précis, datés, etc. C'est le contraire. Vous faites une fausse idée du notaire. Mais non, mais ça, je vous le garantis. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'ai des confrères qui font de la voile, qui sont d'excellents marins, des gens qui font de l'alpinisme, il y en a qui écrivent de la poésie, il y en a même un qui est jockey et qui gagne des courses. Ah bon? Mais absolument. Oui, mais vous savez, il est peut-être truqué là, ça. Oh, non, certainement pas. Un Ça, notaire qui gagne des courses comme jockey, je me méfierais. Hein. Non, il n'y a aucun doute, je pourrais vous le présenter le cas échéant. Ah ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous restez un petit peu comme un certain nombre de gens avec cette vieille idée du notaire en manche de lustrine, etc. Ah ben non, pas vous. Mais je peux vous dire que il y a une génération actuelle de jeunes notaires, puis même les notaires sont tout à fait modernes. Vous pouvez aller dans n'importe quelle étude de France, vous verrez, tout est informatisé, tout marche, je vais dire, comme sur des roulettes. Bon, c'est un métier. Ah, donc vous avez le temps de faire du jazz maintenant. Oh, un petit peu, écoutez, il y en a qui font de la marche à pied, du tennis, du golf, et ça prend un peu de temps, c'est vrai. Mais alors, le jazz, ça prend la nuit. Si vous voulez, on joue la nuit, il se trouve que par hasard, je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, 4 à 5 heures me suffisent. Alors, ma foi, vous voyez, c'est une question d'organisation. Allez, je vais vous demander de rejoindre vos musiciens. Et avant que Stéphane Grappelli joue avec vous, parce qu'il va aller jouer avec vous tout à l'heure, nous allons vous entendre donc tous les 8, parce que si j'ai bien compté, vous êtes 8. Hein. Vous allez jouer, donc le Five O'Clock Jack Group va jouer Dream a Little Dream of Me. Dream a Little Dream of Me. On vous écoute. On vous applaudit d'abord. Allez, on vous encourage.
Pendant que Stéphane va vous rejoindre pour jouer un morceau, je voudrais demander au clarinettiste qui s'appelle Jean-Paul Veugelin. Quelle est votre profession? Je suis directeur. Oui, ça Je marche. suis directeur commercial dans une entreprise qui fabrique de la musique, de l'enceinte acoustique. Ah bon, vous êtes Oui. déjà professionnel d'une certaine manière. Voilà. Donc j'allie les deux passions, le son reproduit par les enceintes et puis le son de ma clarinette. Ah oui. Et qu'est-ce que le jazz vous apporte Ah ben le jazz pour moi c'est toute ma vie. Hein. Je ne pense pas pouvoir faire une carrière professionnelle aussi, je dirais, percutante. C'est ce qui vous donne le dynamisme. Et sans faire le soir une bonne séance de jazz comme on le pratique, il me semble. Tout à fait. Et alors, à côté de vous, c'est le joueur de trombone, c'est Michel Zagradsky. Alors, quelle est votre profession? Bien, je suis philatéliste. Pardon? Je suis philatéliste professionnel. Ah oui. C'est-à-dire que j'estime des collections, Oui. je les achète, je les redonne à ma femme qui va les vendre dans son petit avec stand profit. du Carré Marigny, à Ah la oui. Bourse au timbre. Ah voilà. Ah oui. Et alors, lorsque je dois jouer quelque part, je demande à ma femme Attendez, Sacha Distel, l'autorisation. vous connaissez bien. Mais oui, bien sûr, on est Pourquoi au lycée On ensemble. était dans le premier orchestre ensemble. Ah oui, oui. Et au Ah oui, lycée. donc Au lycée. et votre passion, votre première passion, c'est le jazz ou c'est les timbres? Chronologiquement. Non. Les timbres à 8 ans, le jazz vers 10 ans. Ah oui. Voilà. C'est vraiment étonnant. Ça fait un Très bien. certain bout de temps d'ailleurs. Très bien. Alors, et je sais qu'il y a votre fils aussi, monsieur Bédamou, qui joue du piano, lui, hein, Tout à fait, Stéphane. et qui est étudiant en... Stéphane, il a fait une maîtrise de droit et il fait actuellement une maîtrise de sciences politiques. C'est ça, mais il va vous succéder au... Oh, je ne sais pas, on verra, vous savez. Peut-être. Pour l'instant, il rêve. Très bien. Il fait beaucoup de piano aussi. Allez, je vais demander à Stéphane de monter, et vous allez jouer ensemble, et vous allez jouer ensemble alors avec donc Stéphane Grappelli au violon. Alors un morceau évidemment, c'est un standard, un morceau historique, même Henri Troyat le connaît par cœur, le chante dans sa salle de bain, ce morceau, c'est si bon. Surtout les soirs. On y va? Thank you.
bien. Super. Henri Troyat, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous écoutez du jazz? Ça m'arrive, Oui. oui, bien sûr. Jazz classique, vous aimez le New Orleans? Ah oui, oui, Oui. oui, beaucoup. Vous savez, je crois qu'il ne faut jamais avoir été jeune pour ne pas aimer le jazz. C'est vrai. C'est très joli souvenir. Je crois que c'est vrai. Oui. Très bien. Et vous, Maria Pacôme, le jazz? Moi aussi, je suis très sensible. Oui. Je ne connais pas très bien, mais je suis très sensible. Quand c'est beau comme ça, je suis vraiment Très bien. très conquise. Alors, pendant que Stéphane Grappelli va reprendre un peu son souffle, je vais vous demander, Colline Serrault, de parler de la crise, le film qui va sortir mercredi prochain de Colline Serrault, qui est je rappelle que Colline Serrault est l'auteur, entre autres, de 3 hommes et un couffin. Mais elle n'aime pas tellement qu'on parle de celui-là. Oui, d'accord, enfin, il faut le rappeler quand même, Oui, bien c'est sûr. pour les gens. Et donc, c'est un film qui est très drôle, qui est vraiment... Et en même temps, c'est un film très drôle sur des sujets très douloureux d'aujourd'hui. C'est ça la drôlerie. Ouais. C'est la crise. On appelle la crise. Et c'est justement, c'est de rire de tout ce qui arrive de terrible à tous ces gens-là. Oui. Alors, oui, c'est la crise du couple, c'est la crise de la famille, c'est la crise Oui. d'identité, c'est la crise du travail parce que le chômage, la crise de la société à cause du racisme, etc. Tout ça. C'est le démarrage de quelqu'un qui commence, il lui arrive une histoire terrible et personne ne l'écoute. Et là où il arrive, il y a toujours quelqu'un qui a envie de raconter sa propre crise. Oui, c'est vrai. Voilà, égoïstement, personne ne participe. Parce que tout le monde est en crise. Tout le monde est en crise. Oui, c'est voilà. ça. Mais d'une manière irrésistible. Alors, le personnage principal est joué par Vincent Lindon, c'est Victor. Alors, c'est vrai que le même jour, sa femme le quitte, et un mot, hop, ça le laisse avec les enfants, et il va au boulot, et il perd son boulot. Il est foutu à la porte. Alors, le même jour, ça fait beaucoup. Et c'est vrai qu'après, il va aller d'aventure en mésaventure. Parce que Suivi par une espèce de personnage Oui. comme un toutou très affectueux et puis là où il va, partout où il va, c'est la crise, c'est ça. et il va dans sa famille. Alors, il est accompagné, et ça, je pense, ça va être la révélation du film. C'est Patrick Timsit qu'on a vu dans des petits rôles, parce que Vincent Lindon est très bon, mais enfin, ça. Oui, on l'avait déjà vu, On l'a alors que déjà vu. Timsit, on l'avait Parce que pas Patrick Timsit, on l'a vu dans des petits rôles, et là, il a un grand rôle, et il est vraiment, ça va être ou une très grande confirmation, ou une révélation, mais Très c'est vraiment émouvant. un grand acteur. Alors, Oui. il joue le rôle du copain. Alors, vous savez, le copain, bon, paumé, mais alors emmerdeur, gaffeur, et en même temps, qui dit des choses de bon sens et de logique. De temps en temps, moi Voilà. je sais que ça m'a beaucoup touché. Il y a juste 2 ou 3 comme ça, où le visage devient très grave et il dit quelque chose, on ne s'y attend pas. Oui. Oui, vraiment. Bon, alors, Maria Pacôme, je vous ai fait venir parce que vous avez pas le plus grand rôle, vous avez un petit je suis rôle, très étonnée, vous avez une scène, mais pour moi c'est une scène d'anthologie. Ah, je peux vous assurer que c'est une scène d'anthologie. D'abord, pourquoi avez-vous accepté ce rôle? Après, vous êtes une grande comédienne, qui n'est pas très, très important Mais dans le parce film. qu'avec Colline, de toute façon, il n'y a pas chacun a un morceau de bravoure à faire. Bon, moi j'ai la chance, en même temps que j'arrive au milieu du film, c'est situation charnière, que déjà on raconte que c'est un couple, le papa et la maman sont des gens vraiment tellement simples, gentils, mais peinards, et puis de ce coup on tombe sur cette jeune femme qui... Non, mais est-ce que vous avez deviné, en lisant le scénario, on vous donnait une scène particulièrement percutante? Ah oui, je suis suffisamment comédienne pour avoir senti qu'elle était percutante, mais je n'étais pas tellement décidée à la jouer. Pourquoi? Je sais pas, je n'étais pas sûre. Je suis très craintive pour ça. Je voulais que Colline soit sûre de moi. Ouais. Je pense que d'abord, ce personnage qui partait, j'étais un peu craintive. Ouais. Et elle m'a convaincue, elle m'a dit, moi je suis sûre que tu le feras Ah ben très bien. heureusement, hein, parce que si vous Oui. ah ben oui. Alors voici le début de cette scène d'anthologie. Alors vous avez en face de vous, vous avez votre mari, votre fils et votre fille qui sont grands l'un et l'autre, le fils et la fille, Oui, et c'est votre ça, oui, il y a de la boue, profession de foi individualiste commence ainsi. Et où tu vas aller? Et papa et moi? J'ai des problèmes, moi. Marie m'a quitté, j'ai perdu mon boulot, je suis complètement... Alors écoute, Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends? Je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. Mais merde, c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes. Je te dirais encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Oui, alors ça, c'est super. Et attendez,
que le début de la scène. Enfin, c'est encore plus drôle après. C'est encore plus drôle parce qu'il faut dire que votre amant, qui a 10 ans de moins que vous attend dans la voiture. Et vous allez côté. Oui. Alors, et c'est vrai que vous leur expliquez. Alors, qu'est-ce que vous leur expliquez après? Ah ben je peux pas le dire parce que là ça n'est tellement mais sans dire les voilà. Mais je leur dis, je dis, mais c'est très spontané. C'est pour ça peut-être que j'ai accepté de jouer ce rôle, c'est que elle dit, voilà, il y a de la tendresse, je me suis bien occupée de vous, hein, je vous ai aimé, j'ai tout fait, mais tout, je vous ai écouté, et maintenant, maintenant je veux vivre ma vie, voilà. Ouais. Et puis c'est tout, et c'est aussi sain que ça, c'est très sain. Je crois que ce personnage m'a plu par, il est tellement... c'est pas moi, hein. Attention, je ne me suis pas du tout identifiée, c'est pas moi, ça. D'ailleurs, moi, parce que je trouve qu'elle a attendu très très longtemps pour quitter son mari. Moi, je l'aurais quitté beaucoup plus tôt déjà. Je trouve, non. Mais enfin, bref, j'aime jouer comme une femme qui, d'un seul coup, a eu un ras-le-bol tardif, je trouve. Voilà. Oui, c'est vrai. Et ce qui est vrai, c'est qu'elle découvre la liberté, le plaisir sur le tard, et elle a envie maintenant de les assumer totalement. Mais totalement et complètement, et quoi qu'il arrive. Et comme toujours, ça c'est Colline, c'est pour ça que j'ai bien aimé ça, c'est qu'il y a de la tendresse. Tout ce qu'elle dit est très violent, parce qu'après elle en dit, mais c'est tendre, pas une seconde, on sent une amertume, non, pas ça y est, elle est débarrassée, oh les petits, allez hop, à moi. Alors je ne sais plus si c'est le fils ou la fille qui a l'amant qui attend, et qui lui dit, attends, maman, il a 10 ans de moins que toi, ça va durer combien de temps? Et alors vous répondez, moi je ne répondrai pas. Oui. Tu ne le dis pas. Voilà. Ils n'ont qu'à aller le voir. Voilà. Très bien. Mais enfin, elle a réussi très très bien son... Colline Serrault, elle a réussi parfaitement son... Et là, le film est superbe. Hein? Il est super. Ça vous donne pas envie d'aller le voir, le film? Si, tout à fait. Oui, bien sûr. C'est vraiment très bien. Alors, Stéphane Grappelli, vous aimez beaucoup lire quand vous ne jouez pas? J'aime beaucoup lire la lecture. Oui. Je m'endors avec un livre. Vous endormez avec un livre? Oui. Est-ce que vous lisez des journaux? Qu'est-ce que vous lisez comme journaux? Oh, je lis quelquefois les journaux en avion, par exemple. Il y a des journaux, je les lis pour passer le temps. Mais qu'est-ce que vous aimez comme journaux? N'importe lequel. N'importe lequel, ah bon. Et alors les livres, quelle sorte de livres aimez-vous? J'aime les livres du 19e siècle. Victor Hugo, Balzac, surtout Zola. Et surtout Zola. Donc les romanciers du 19e. Hein? Maupassant. Et alors donc effectivement, quand je vous ai dit qu'Henri Troyat venait de sortir une biographie de Zola, et en même temps, vous êtes aussi un lecteur de Troyat. Oui, j'ai déjà lu le tsar de Russie, Ivan le Terrible, qui était un livre extraordinaire. Oui. Ah, oui. Mais vous avez lu ces biographies des tsars? J'ai même été... écoutez, je m'excuse, mais j'allais m'arrêter tellement que cet homme était cruel. Oui, c'est un assez affreux personnage. Oui, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de votre livre. Parce qu'il a trouvé qu'il y avait trop de cruauté, trop d'horreur. Et c'est pas de votre faute, hein, c'est la vie d'Ivan. Il vous le reproche. Mais enfin, j'ai pris plaisir à raconter ces horreurs, je l'avoue. C'est vrai, un plaisir. Oui. Ah, tiens, je ne vous voyais pas sous ce jour-là, Henri mais Troyat. justement, c'est parce que c'est très différent de moi. Oui, très bien. Alors, donc là, vous avez fait une biographie de Zola qui paraît chez Flammarion. Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que Zola, aujourd'hui, est l'un des écrivains français les plus lus dans le monde entier, et vous avez raison de le rappeler à la fin de la biographie, que lorsqu'il est mort, tous les pays ont dit que la France avait perdu un génie. Absolument. Et même au moment de l'affaire Dreyfus, tous les pays se sont solidarisés avec l'action de Zola et ont condamné la France. Oui. Et il y a des lettres aussi bien de Tolstoï que de Tchekhov au sujet de l'affaire Dreyfus et qui prouvent à quel point Zola était admiré. Il y avait au fond, à cette époque-là, si vous voulez, deux consciences dans le monde, c'était Tolstoï et Zola. Oui, mais vous montrez que Zola est un écrivain engagé dans son époque, dans son siècle, mais il n'y a pas seulement l'affaire Dreyfus. Dans beaucoup d'autres domaines, il intervient, il agit. Oui, mais c'est ça qui m'a intéressé, c'est que ce personnage qui est au fond un bourgeois, aimant ses aises, aimant bien amasser ses sous, défendant bien ses contrats, dans ses contrats avec ses éditeurs, était en même temps quelqu'un qui détestait le désordre et qui recherchait les coups durs. Oui. Car sitôt qu'il y avait une injustice qui pointait à l'horizon,
Zola intervenait. Oui, mais vous le montrez intervenant, par exemple, même dans des problèmes d'art, par exemple, sur Manet. Sur Manet, il a voulu défendre à tout prix Manet. Il considérait que la peinture académique de l'époque était décevante, qu'il fallait innover, et Manet l'a ébloui, et il a défendu Manet contre tous les journalistes qui, à cette époque-là, étaient au contraire très hostiles aux uns. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a autant de différences entre Zola et vous que qu'entre Yvan le Terrible et vous, mais c'est vrai quand même que vous n'avez pas une vie d'écrivain, d'intellectuel engagé dans le siècle comme vous, au contraire, vous faites vos livres, vous n'intervenez jamais, enfin rarement. Voilà, absolument. Ça, c'est la grande différence qu'il y a entre Zola et moi. Enfin, l'une des grandes différences, c'est que, bien entendu, moi, je ne suis pas un écrivain engagé. Je n'essaye pas de prouver quelque chose dans mes romans. Je laisse vivre mes personnages, tandis que Zola était parti d'abord d'une idée un peu systématique qui était l'idée de l'hérédité. Il a voulu que tous ces personnages fussent marqués par une hérédité et que tous les héros des Rougon-Macquart dépendent d'un même arbre généalogique. Il a voulu cela et il a donc défendu bec et ongle le naturalisme. Oui. Moi, je ne défends rien du tout. Oui, c'est ça, mais vous n'intervenez pas non plus, vous ne signez rien, vous n'intervenez pas dans la vie politique, la vie sociale. Non, non, je suis strictement un écrivain, tant un conteur d'histoire, un créateur de personnages, du moins je l'espère, alors que Zola était en même temps un combattant. Mais alors, quand vous avez écrit cette biographie de Zola, vous n'êtes pas dit à certains moments, est-ce que j'aurais pas dû, comme ça, combattre moi aussi, intervenir? Non, pas du tout, pas du tout. Non. Moi, je me sens très bien dans mon attitude qui consiste à me limiter à écrire des romans, à écrire des biographies, sans délivrer de messages et sans prendre parti. Mais en même temps, j'admire profondément ce petit homme chétif, binoclard, myope, qui n'hésite pas à se mettre en avant, à prendre des coups durs, tout simplement parce que sa conscience lui commande. Mais vous montrez bien que c'est un homme double. Il est pratiquement double en toutes choses. En toutes choses. Ah oui. C'est un personnage extraordinaire, car il est double d'abord parce que c'est un chaste, et en même temps, lorsqu'il s'enferme dans son cabinet de travail, alors là, il se dévergonde, il se déboutonne, il se défoule et il se livre à des fantasmes extraordinaires. C'est une sorte de revanche qu'il prend en écrivant sur la vie conjugale, monotone et sage qu'il mène avec Alexandrine. Oui. Il y a ça. Il a une vie double d'ailleurs. Il a ensuite, il a une vie double. Il a une vie double officielle. Hein, oui, ben ça, à 48 ans, il tombe amoureux de la lingère de sa femme qui en a 21 et il en fait sa maîtresse. Oui. Mais c'est un second ménage en quelque sorte. Et il y a le ménage officiel Zola-Alexandrine et le ménage clandestin Jeanne Roseau et Zola. Et elle lui donne d'ailleurs 2 enfants. 2 enfants, oui. Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'il y a ce personnage double. C'est effectivement, il écrit ses romans et en même temps il intervient complètement dans la vie, et ainsi de suite. On pourrait multiplier les exemples. Sur la mort de Zola, alors on sait qu'il est mort asphyxié à l'oxyde de carbone dans sa villa de Médan. Et alors tout le monde... à Paris. Non, à Paris, oui, pardon, à Paris, pardon, c'est vrai. Excusez-moi. Et alors on a dit crime ou accident. Et vous, alors là, vous prenez position. Bah, je ne prends pas position, j'émets simplement une hypothèse. Ah bah oui. Non, j'émets une hypothèse. On a dit c'est soit un crime, soit un accident. Peut-être est-ce un accident. S'il s'agit d'un crime, cela me paraît un peu invraisemblable qu'on aille chercher un moyen si compliqué pour tuer quelqu'un, accumuler des gravats dans une cheminée. Encore faut-il savoir que c'est bien le conduit de cheminée qui débouche dans sa chambre, alors qu'il était si facile de lui tirer un coup de revolver ou d'empoisonner sa nourriture. Et alors, il m'a semblé, moi, que c'était peut-être une sorte
de canular, une sorte de farce qu'on lui a faite et qui a mal tourné. On s'est dit, voilà un homme qui empeste le public avec ses livres, eh bien on va l'empester dans sa chambre. Et il en est mort. Ouais. Moi je me demande si ce n'est pas ça. Ouais. Oui, c'est l'hypothèse que vous avancez. Non, non, je ne prétends pas du tout avoir raison. Oui, c'est vrai. Alors, parce que là aussi, c'est un dédoublement. C'est un personnage, un écrivain aimé et très lu, mais c'est un personnage haï. C'est assez étonnant, car là encore, comme vous le dites, c'est un personnage double à ce point de vue-là, parce que c'est un personnage dont les livres se vendent comme des petits pains. Les gens se ruent sur ces livres. Ils ont l'impression de s'encanailler à bon compte, et en même temps, ils le traînent dans la boue. Personne n'a été, je crois, aussi haï, aussi critiqué que Zola, alors même qu'il avait un succès extraordinaire. On le traitait de vidangeur, de videur de poubelles, de pornographe. Et puis l'affaire Dreyfus n'a rien arrangé. Alors l'affaire Dreyfus n'a pas arrangé les choses. Et là, je trouve qu'il a eu un courage fantastique, parce que voilà un homme qui était arrivé au sommet des honneurs, qui avait une vie matérielle aisée, merveilleuse, et qui a tout risqué, qui a risqué de perdre ses lecteurs, qui a risqué de voir sa femme et sa maîtresse couvertes de boue, qui a risqué même sa vie en quelque sorte, car on en voulait à sa vie, qui a tout risqué pour défendre un petit officier juif qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Alors pourquoi aimez-vous, pourquoi est-ce votre écrivain préféré, Stéphane Grappelli, Zola? Parce que c'est facile à lire, c'est pas compliqué. C'est la vérité. Et ça raconte des histoires de... Il est tellement universel, il parle de tout, des drames comme La bête humaine, ou alors un livre tellement rigolo, Pauvbouille. J'ai amusé beaucoup, j'ai lu 3 fois Pauvbouille. Vous avez lu 3 fois Pauvbouille? Ah oui, j'ai envie de rire. Oui. Et vous, Maria Pacôme, vous aimez... Ah, moi j'adore. Vous aimez Zola? Moi j'ai été élevée, mon père, j'avais 12 ans, j'avais déjà lu presque tout Zola, et c'était très tôt. Je n'ai pu l'apprécier que beaucoup plus tard, je l'ai relu après, parce que mon père était, enfin ses idées politiques faisaient qu'il mettait ça entre les mains, et maman me donnait La Comtesse de Ségur, c'est 2 choses très très différentes. Et je trouvais le même plaisir d'ailleurs, à l'un comme à l'autre. Mais je me souviens, la faute de la... Puis je disais ça avec gourmandise, il y avait des choses. La faute de l'abbé Mouret. Mais toute mon adolescence, j'ai rêvé d'avoir une aventure avec un prêtre. Tellement ça m'avait influencé. Oui, et quels sont vos romans préférés de Zola? Oh ben, y a tout, j'ai tous lu, là, tous. Bon, il me parlait de Pauvbouille, La bête humaine. Oh, il y en avait un qui m'avait, mais même quand j'étais comme ça, toute jeune, qui m'avait frappé par le côté, je trouvais ça mièvre. C'était le rêve, bon, le rêve aussi, très joli. Mais l'autre, là, la petite vendeuse. Ah oui, Au bonheur des dames. Le bonheur des dames, ça m'avait semblé d'un seul coup tellement différent. Tout à fait. Tellement différent. Il était triple, cet homme. Ah oui, absolument. Oui. Et vous, quels sont les romans de Zola que vous préférez? Ah, écoutez, c'est très difficile à dire. Vous savez, j'hésite entre l'Assommoir, La bête humaine ou Le bonheur des dames. Vraiment. Je ne sais pas. Je sais que l'Assommoir a produit sur moi peut-être la plus forte impression. Ah bon? Oui, peut-être. Et La bête humaine aussi. Oui. Mais est-ce que, par exemple, la lecture de Zola a exercé une influence dans votre décision d'écrire? Non. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois Quels sont les écrivains qui... Flaubert. Ah, c'est Flaubert. Oui. Oui. Qui est un plus grand artiste que Zola. Qui est un plus grand artiste que Zola. Oui. Mais Zola, c'est assez étonnant, car ce n'est pas un grand artiste, il n'écrit pas très bien, il a un style torrentueux, mais je crois que c'est justement ce style défectueux par endroits, emporté, dont les phrases semblent être tracées à la va-vite, c'est ce style-là qui donne la vie, le mouvement à ses romans. Oui. Ce que disait Stéphane Grappelli est très juste, c'est très facile à lire. Et je pense qu'il avait fait je crois qu'il y avait des feuilletons à l'époque. Ah oui, ça passait dans les journaux un peu tous les jours. Et c'est ça qui était très drôle, c'est cette facilité de lecture. Tout le monde peut lire Zola. Oui. On y trouve, chacun y trouve... Vous n'avez jamais tourné dans un Zola? Non, j'aurais rêvé, d'ailleurs, j'aurais bien aimé. Oui, c'est des choses... Je profite de votre présence ici, Franck Thénault, pour que vous nous parliez de cet album de Walter Caron qui est paru aux éditions Jean-Claude Lattès et dont le texte est de Serge Bramley. C'est un recueil de photographies d'un
d'un magnifique reporter photographe de Paris Match. Il a été au début de Paris Match, donc vous l'avez connu à ce moment-là. Ah oui, j'ai connu Walter Caron, mais la liaison est assez facile aussi avec Zola, parce qu'il y a dans Zola une telle écriture de photographie, finalement. Quand on lit Zola, on a l'impression de voir une photographie, que ça me fait très Claude plaisir. Berry est en train de tourner le Germinal, qui est aussi un formidable roman. Un formidable roman. Ce qui justement me permet de parler de Walter, parce que Walter a été l'homme qui a mis sur des photos. Zola faisait des photos d'ailleurs. Oh, il faisait très belles, il y a de très belles photos. Hein. Oui, très bien. J'ai vu un album de ses photos. Oui, qui est paru récemment. Remarquable. Et Walter faisait partie de ces petits cambrioleurs de la vie privée, cambrioleurs sans effraction, de toute façon, qui mettaient à nu vraiment les visages et les situations. C'est un homme qui a fait beaucoup à Paris Match. Ensuite, avec Roger Thiron, il avait créé en 67 une revue qui existe toujours, qui est Photo. Et pour Walter, quand Roger Thiron a su que je venais ici, il m'a dit: n'oublie pas de raconter l'histoire de Lady Churchill, qu'il a photographiée un jour. Et il était venu avec Jacques de Potier qui devait traduire parce que Walter ne parlait pas anglais. Et à un certain moment, il dit à Jacques de Potier: dis à mes mères de relever ses papates sur le coussin parce que je ne l'ai pas dans le cadre. Et Lady Churchill: monsieur le photographe, êtes-vous satisfait ainsi? Oui, mais ce qui apparaît, en tout cas dans le texte de Serge Bramley, c'est qu'il était très culotté. Hein. Il avait toutes les audaces. Oui, mais c'était c'était quand même des paparazzis non violeurs. C'était des paparazzis élégants. On va voir quelques-unes de ces photos que nous avons choisies. Il y en a beaucoup. Il y en a des qui sont très célèbres et d'autres qui sont inédites, qui ont été rassemblées dans cet ouvrage. Voilà, alors ça par exemple, c'est une photo de Serge Reggiani qui date de 1945. Marlène Dietrich. Ça c'est Prévert. Il a photographié tous les gens importants hein, de l'après-guerre. De l'après-guerre, ça c'est évidemment ça. Là, Il y aura une photo de Troyes, il a dû certainement vous prendre en photo. Vous vous rappelez pas, mais je suis sûr que ça existe. Alors ça c'est les amoureux, ils ne prenaient pas que des gens célèbres, ça c'est les amoureux dans un buisson. Ça c'est Trenet, avec des violons. Armstrong, votre ami Armstrong. Ça c'est... Et là Et la Riviera, là. 49. Et ça c'est des jambes de Signoret, hein, et Montand. Brigitte Bardot. Voilà, et l'abbé Pierre. Voilà, c'est toujours là. Voilà, mais il y a beaucoup d'autres photos absolument magnifiques. Il y a les photos de Marlène Brando, qu'il a connu à cette époque, qui était un jeune auteur. D'ailleurs, j'ai utilisé un mot qui était dans la précipitation du direct, j'ai utilisé un mot qui est faux à son égard. C'était pas un paparazzi en fait. Non, c'était pas du tout. C'était un véritable portraitiste, mais qui voulait prendre ces personnages dans des situations, comment dirais-je, symboliques. Oui, c'est vrai. Bon, on va terminer avec le questionnaire. Puis je vais vous faire des cadeaux.